Je voulais juste repartager un graphique pour que les gens se rendent compte en fait de l'impact du halving au fur et à mesure du temps. Je sais pas si on le voit bien, mais là on a les dates. Donc on a une très très forte inflation du BTC on va dire jusqu'en 2017 à peu près. On avait atteint les 17 millions de BTC. Et là, depuis 2017, en 6 ans, on a eu 2 millions. Et plus ça avançait, plus ça se libérait en toute petite quantité. Donc il y a ça aussi, c'est qu'on se retrouve avec beaucoup moins de BTC en circulation, avec des prix qu'il va falloir forcer de plus en plus, injecter de plus en plus d'argent pour arriver à chercher les sommets qu'on a déjà atteints et si on veut les dépasser encore plus. Et voilà, c'est la halving va avoir de moins en moins d'impact en fait dans le temps parce qu'on a déjà quasiment plus de 90% de la supply qui est en circulation. Ah, puis tu vois, Sans parler des 4 millions qui sont paumés quasiment à tout jamais entre le Satoshi et tous ceux qui ont perdu les disques durs, qui sont morts, ceux qui ont perdu les clés qui ont commencé sur les premières années. Globalement, en 2017, il y avait déjà 4 millions qui étaient perdus. Aujourd'hui, je pense qu'on peut rajouter quasiment 500 000 de plus, mais c'est surtout sur la première partie parce que ça valait rien et donc les gens les bazardaient en fait. Ah, et tu vois, la question que je me suis posée la dernière fois, j'étais tombé sur un papier de recherche, je pense que je ferai une vidéo YouTube là-dessus assez prochainement, qui expliquait que beaucoup de gens, quand on leur parle des cycles du Bitcoin, ils vont forcément avoir en tête le halving. Voilà, ils vont te dire c'est le halving, c'est pour ça que ça pump. Forcément, on va avoir, si on a une demande qui est identique et qu'on diminue l'offre par 2 chaque année, bah voilà, forcément, loi de l'offre et de la demande, c'est l'augmentation du prix. Et il y a un papier de recherche sur lequel je suis tombé qui essayait d'analyser quantitativement l'impact du halving sur l'évolution du cours sur le long terme et qui expliquait que globalement, oui, forcément, ça a eu un impact sur le cours du Bitcoin, mais que la cause principale de l'évolution et de la courbe exponentielle qu'on a sur le Bitcoin et de la crypto depuis sa création en 2008, en fait, c'est principalement dû au quantitative easing, au taux d'intérêt qui sont bas et à l'impression monétaire que réellement aux épisodes de halving, même si ça a eu un effet et un impact. Donc attention aussi. Là, on est en train d'éventuellement... C'est la même masse monétaire. D'un côté, tu prends des particuliers qui vont injecter quelques dizaines de milliers d'euros et de l'autre côté, c'est des centaines de millions qui arrivent en fait. Ouais, puis on a connu Donc, qu'une politique de Toba. C'est clairement pas la même pression achetée. T'as connu qu'une politique de Toba, quoi. Hein. Je vais partager mon écran quand même pour montrer un truc, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions là-dessus. Je sais pas si on voit mon écran là. Ouais. Donc là, je vous ai mis les taux de la Fed. Hein. C'est sur le site de la Fed, vous pouvez y aller, c'est officiel et c'est public. Hein. Donc là, vous avez les taux directeurs des banques centrales, principalement de la Réserve fédérale américaine, au fur et à mesure du temps. Quand vous voyez des courbes en grise là, c'est des périodes de récession, d'accord? Alors ça veut pas dire qu'on a eu des récessions à chaque fois, mais en tout cas, les courbes en grise, ça représente là ici les zones en gris, c'est des zones de récession économique. Et on remarque que le pivot que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a eu une hausse des taux pour contrôler l'inflation et une baisse de nouveau parce qu'il y a quelque chose qui se casse dans l'économie, il y a des entreprises qui font faillite, il y a des gens qui se retrouvent à la rue, qui ont plus d'emploi ou ce que vous voulez, parce que là on est en France, on est sur une politique de taux fixe, hein, mais de partout ailleurs, aux États-Unis, ce que vous voulez, c'est des taux variables. Donc quand vous avez pris un emprunt immobilier et vous avez fait votre emprunt, je sais pas, à 1% et que après tu passes à 3%, en fait le poids de la dette il devient énorme. Donc il y a des gens qui peuvent plus payer et donc il y a des faillites. Les banques qui derrière ont prêté de l'argent sont plus capables de rembourser, donc c'est compliqué. Et donc la Fed à un moment donné décide de baisser les taux pour inciter les gens à réinvestir, etc. Et donc en général ce qui se passe c'est que quand on a ce pivot, souvent ça se suit d'une période de récession économique qui est plus ou moins longue. Ça a été le cas ici, ça a été le cas là. Vous voyez qu'ici c'est pas forcément arrivé pour le coup. Il y a des moments où c'est pas sûr à 100%. Hein. Il y a aucun indicateur qui permet d'être sûr à 100%, mais ça a été le cas là, ça a été le cas là, ça a été le cas là. Enfin, je vois qu'il y a vraiment une forte baisse en général. Il y a eu au moins une période plus ou moins longue de récession.